Oh merde! On est sur un Cubo Radio! Mais non, tu fais trop mal! Oh merde! On est sur un Cubo Radio! C'est vraiment trop nul! Oh merde! On est sur un Cubo Radio! Je suis Scooby-Doo! Eh bien le bonjour. Bonjour! Bonjour. Je suis avec Estelle et Lou et toute notre équipe, bien évidemment. Nous sommes dans l'émission Et si que Lou et moi présentons ensemble. Tout à fait. Donc, en quelques mots, Et si est une émission qui va parler du langage, entre autres. Et aujourd'hui, du clown, de l'enfance, oui, du langage de l'enfance, du lien avec le clown, un peu tout ça en même temps. Comment le langage pourrait nous remettre à un état d'enfance, tout ça, quoi. Voilà. Et donc, avec Estelle Beguin, qui est clown, et qui va un peu nous raconter comment ça s'est passé pour ton parcours. D'accord. C'est vrai que moi, je dis jamais que je suis clown, en fait, parce que tout d'abord, je pense que les gens, ils ont une mauvaise représentation du clown, ou qu'on voit le clown McDo, ou je sais pas. Je dis toujours, je suis comédienne en premier lieu. Et après, pour moi, le clown, c'est avant tout aussi une technique de jeu. Et voilà, comme ça, plié en deux. Dialogue avec notre régie. Voilà. Et donc, comment c'est venu? En fait, c'est venu un peu par hasard pour moi, parce que j'ai d'abord fait des études de sociologie. Donc, je suis docteur en sociologie. Et je suis ensuite partie faire une école de cirque, au grand drame de mes parents à l'époque, parce qu'ils n'ont pas trop compris le parcours. Et j'étais à l'école de cirque du Lido, à Toulouse. Et alors parfois, on devait présenter des numéros, que ce soit de trapèze ou de jonglerie ou autre. Et après mes numéros, souvent on me disait « Ah, t'es un clown », ce que j'appréciais pas beaucoup, parce que c'était pas mon intention, quoi. Et du coup, je me suis intéressée à ça, et petit à petit, j'ai pris des stages, et j'ai travaillé avec Christine Rossignol et Michel Dallaire, qui sont des super clowns. Et puis je suis venue ensuite en Belgique faire l'école Lassade, Théâtre Mouvement. Et puis après ça, je suis partie travailler comme clown dans des cirques en Suisse allemande. Ja, genau. Une grande expérience. Wir können auch Deutsch reden, wenn du möchtest. Et ensuite, après ça, je suis retournée à l'école de cirque, l'école nationale supérieure des arts du cirque en France, à Châlons, pour faire clown, formation clown et voltige à cheval. J'ai peur des chevaux, mais je trouve ça super pour le clown. En gros, voilà. Et quand tu as dit que les gens te voyaient le clown quand tu faisais tes numéros de trapèze en commençant donc l'école de cirque, pourquoi ça te plaisait pas? Est-ce que eux, quelles intentions ils avaient, tu crois? Je pense qu'ils rigolaient beaucoup, effectivement, quand je présentais mes numéros. Après, c'était pas mon intention de faire rire. Et c'est pour ça aussi, dans le clown, il y a ce qu'on appelle le clown naturel. Il y a des gens, ils vont être clowns plus facilement que d'autres. Mais après, c'est comme tout, hein. Il y a des gens qui vont être plus doués pour le piano, et puis d'autres qui vont devoir bosser 3 fois plus pour arriver au même résultat. Donc voilà, oui, c'était. Je pense que les gens rigolaient beaucoup parce que j'étais maladroite, ou oui, j'étais un peu à l'époque un peu dans un autre monde, quoi. J'étais aussi un peu sauvage comme ça. Je parlais pas beaucoup aux gens, et voilà, je pense que je devais les faire rire aussi, peut-être par mon physique, parce que je suis quand même assez grande et maigre, et voilà, tout ça. Ok. Et je me demandais la différence. Quelles sont les différences entre tous ces styles? Parce que du coup, tu as fait style du clown acrobatique, tu as travaillé avec les chevaux, tu as fait avec le théâtre. Tu m'avais aussi dit que tu faisais dans un hôpital.
Ouais. Alors, donc, comme je suis comédienne, je joue dans des spectacles qui sont, c'est vrai, en général burlesques ou clownesques, mais pas que, parce que j'aime bien changer de milieu aussi. Et la différence. Oui. Et la différence Je sais pas, est-ce qu'il y a une autre approche que le rapport au public? Oui, en tous les cas, c'est vrai qu'il y a différents styles de clown. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez Ludor Citric, par exemple, qui est un clown, je dirais, entre guillemets, assez trash, qui sort du samovar, etc. C'est des clowns aussi qui sont maquillés, comme la tradition russe. Et puis après, il y a du clown de théâtre, où tu peux être clown sans porter le nez, sans être maquillé. Ça va être beaucoup dans les gestuels, dans les accidents, etc. Ensuite, il y a des grands duos de clowns que j'adore aussi au cinéma. Bourvil et De Funès, moi je les trouve, ils me font vraiment marrer, quoi. Donc il y a différents, je dirais, il y a différentes approches, et en tous les cas de redonner le clown, quoi. Il y a différentes choses. Et donc oui, ce que tu disais aussi par rapport aux clowns d'hôpitaux, c'est que donc je suis comédienne, donc je tourne, etc. Et puis parfois, dans ce merveilleux métier, parfois on tourne un peu en rond, ou parfois on n'a pas de boulot pendant 3 mois, ou etc. Donc ça fait 15 ans que je suis clown à l'hôpital. J'ai travaillé 12 ans en service oncologie et dialyse, donc c'est ce qu'on appelle des services lourds quand même. Mm-hmm. Maintenant, je vais plus dans ces services, je vais dans d'autres services. Je viens à Mons d'ailleurs. Voilà, et ça, je trouve ça super, parce que c'est aussi autre chose, parce qu'on n'est pas en représentation. C'est pas du tout la même chose que je vais faire sur scène ou en spectacle ou en numéro. C'est différent parce qu'on est au service, c'est différent parce que par moment tu commences quelque chose et puis il y a une infirmière qui rentre dans la chambre et qui doit faire les soins, donc tu t'arrêtes, quoi. Tu laisses place aussi au personnel soignant, mais je trouve que c'est un super entraînement d'acteur, parce que chaque chambre c'est une page blanche, et puis si tu veux pas t'ennuyer, il faut pas faire la même chose dans chaque chambre, quoi. Ouais. Sinon, tu te tires une balle au bout de 2 ans, quoi. Et en plus, il n'y a qu'une ou 2 personnes qui sont là face à toi. Oui, alors parfois, il y a des chambres multiples. C'est-à-dire qu'il y a quand même 3 lits où il va y avoir 3 enfants, et donc les parents qui sont là. Donc là, on intervient aussi différemment. Et puis parfois, dans cette même chambre, il y en a un qui a 12 ans et l'autre qui a 2 ans. Donc du coup, tu vas regarder un petit peu celui qui a 2 ans. Puis voilà, c'est beaucoup d'improvisation, d'être beaucoup à l'écoute. Et ce que j'aime avec ça, c'est que même si je voudrais être sur scène tous les jours, parce que c'est ce que j'aime, ça te permet de vachement relativiser. Tu dis, bon, il n'y a pas que le théâtre dans la vie, quoi. Voilà. Et ça apporte beaucoup d'énergie aussi de faire ça. Pour avoir travaillé en oncologie, quand les petits t'attendent, et puis qui disent « Hey, clown, viens !» Et c'est marrant parce que tu croises des gens dans les ascenseurs, parce que tu changes de service aussi, donc tu te promènes dans les couloirs de l'hôpital, ça c'est génial. Et donc tu croises plein de gens, le personnel nettoyant, les gens qui vont dans d'autres services, et tout le monde, à chaque fois, tu dis « Oh, c'est super ce que vous faites » et tout. Oui, moi je trouve pas ça plus super que le soignant ou que les boueurs. Voilà, je sais pas pourquoi les gens ils sont toujours en comme ça, mais ils me disent souvent c'est bien d'apporter ça aux enfants, mais je leur dis toujours, mais les enfants ils apportent tellement, quoi. Surtout quand tu croises des enfants qui sont en fin de vie, des choses comme ça, ouais, c'est fort, quoi. Et une chose qui m'avait aussi très marquée, j'avais regardé un chouette documentaire sur Arte sur un clown d'hôpital, justement, qui travaillait en Suède, je crois. Est-ce que tu te souviens du nom du documentaire ? Non, parce que ça fait un moment. Et en regardant ce documentaire, je n'ai pas arrêté de pleurer. Parce que je voyais une ponction lombaire, alors que j'en ai vu des tonnes devant moi en clown. Et je me suis dit, le clown, c'est quand même un bel outil, parce que ça te met une distance. Et ce qui est génial avec le clown, c'est que tu peux
tu peux tout faire, quoi. Il est aussi bien arrogant que gentil, il n'a pas de passé, il n'a pas de futur. Et dans le cadre de l'hôpital ou dans des chambres stériles qui sont quand même... voilà, c'est des trucs lourds. Mais moi, j'ai des super souvenirs de des gamins qui en ont marre et on fait le bordel dans leur chambre, quoi. Tu commences à tirer le papier toilette, tu fais des boulettes, t'en jettes partout. Pour eux, c'est un truc super magique. Bon, après, tu nettoies quand même avant de partir, mais bon, tu fais des combats avec le gel hydroalcoolique. Enfin, il y a un truc qui est génial, quoi, avec le clown. Justement, tu peux tout dire, quoi. Et je me demandais, tu disais que tu avais voulu travailler avec les chevaux, même si tu en avais peur. Et je me demandais pourquoi le cheval. Pourquoi le cheval je sais pas. Écoute, j'ai toujours aimé les chevaux, où je me suis toujours vue sur un cheval au galop, avec les cheveux dans le vent. Et je trouve que c'est un animal et sauvage et aussi un compagnon de l'homme. Et voilà, ça m'amusait aussi d'avoir peur de cet animal. Je trouve que c'est un bon prétexte pour le clown, quoi. Quand il s'approche de toi et que tu es complètement flippé. Donc voilà, ça aide. Je veux dire, quand on part aussi de choses de soi-même, mais je pense que c'est aussi pareil pour l'artistique en général. On part de choses de vécu aussi, qu'on va pouvoir transformer et se nourrir de nos vies, quoi. Et que par rapport au clown, je trouve que, mais c'est comme pour les acteurs et tout, voilà, on n'est pas le même clown ou le même acteur à 20 ans que quand on a 50 ans, quoi. Parce que, ok, on a de l'expérience, mais on a aussi toute une vie de vie, quoi, d'avoir vécu, peut-être d'avoir fait une famille, peut-être pas, peut-être, enfin, voilà. Voilà. Eh ben, on va écouter... Une petite musique. Ouais, de Jimmy Bonesso. Improvisation 2. Ça qu'on aime. Ah ouais, à fond. Eh bien voilà, nous revoilà. Oui, je pense que ce n'était pas la bonne track, mais c'était très beau aussi de Jimmy Bonesso. L'accident, n'est-ce pas Estelle? Tout à fait. Les accidents sont des cadeaux. Ça dépend quoi, hein. Je touche du bois. Je touche du bois. Peut-être un peu moins en voiture, je suis d'accord. Je touche du bois encore et encore. Et je voulais voir aussi avec toi, justement en parlant d'improvisation, ton rapport à l'improvisation avec le clown. Voilà, raconte un petit peu. Pour moi, le clown, c'est un espace de liberté tellement grand que l'improvisation, enfin, pour ma part, c'est jouissif et facile, quoi. Je sais pas, l'année dernière, je suis partie à un festival qui s'appelle Arti Montaniera, qui se passe en Corse et qui se passe dans les montagnes. Et donc, les gens, s'ils veulent venir te voir, déjà, ils doivent marcher 1 heure dans les montagnes. Donc, le cadre est super magnifique. Et t'es là, et il y a d'autres artistes. Il y avait un violoniste, premier violon de Paris, un accordéoniste, une danseuse. Et puis, voilà, t'es là 2 heures, et tu sais pas ce qui va se passer, et tu fais, quoi. Et ça, je trouve ça génial, parce que pour moi, c'est comme l'ennui, quoi. Il faut pas avoir peur de l'ennui, et de prendre le temps, en fait. Et du vide, exactement. Et que s'il se passe rien pendant 5 minutes, faut pas paniquer, quoi. Il se passe toujours quelque chose, c'est déjà une figure, une présence, et il faut être bien avec ça. Et donc, oui, l'improvisation, c'est ne pas avoir peur, je crois. Laisser les choses venir, et il y aura toujours un moment, quelque chose qui va se passer, quoi. Et est-ce que... en lisant quelques trucs sur le clown, on revenait beaucoup avec l'innocence, l'idiotie aussi. Oui, tout à fait. Moi, je donne pas mal de formations professionnelles de clown aussi.
Et ce que je dis toujours aux gens, c'est que quand on regarde un enfant qui a 5-6 ans et qui enfile sa cape de Superman, eh ben, il est Superman. Et il est Superman. Il se pose pas de questions. Il va faire ses mouvements. Et j'associerais quand même le clown à cette période d'âge, quoi, complètement d'innocence. Et quand on fait les choses, ben, ils y sont à 100%, quoi. Ils sont Superman, ils sont le chevalier, ils se racontent des histoires, et ils sont à fond, quoi. Donc c'est un peu... ouais, c'est très lié, je trouve. Et ce rapport à la spontanéité sur scène, moi, elle me pose quand même question. Parce qu'on peut pas... Enfin, pour moi, en improvisation, moi, mon rapport à ça, quand on a eu 2 semaines de formation avec Vincent Rouche dans notre parcours. Et la spontanéité, elle me fait un peu peur. Genre, je veux bien la sentir en moi et après en faire quelque chose, mais contrairement aux enfants, je n'ai pas tout de suite envie de la lâcher. Parce que je me dis que... Enfin, il avait dit une phrase qui m'avait touchée, c'était « La spontanéité, ce n'est pas seulement faire « Ah, je sens et je dis », c'est la sentir en soi et la sortir au bon moment. Et ça m'avait parlé, même il disait en débat, c'était pas spontané parce que tu gueules fort d'un coup ce que tu as pensé. Et voilà, et ça s'opposait un peu en moi du coup, cet aspect, le clown proche de l'enfance, et en même temps, sur scène, parce que l'enfance est spontanée, mais en même temps sur scène... Ouais, après sur scène, si on fait un spectacle, il y a toujours quelque chose de très construit. Il y a une partition quand même. Et comment rester, je dirais, frais dans cette partition? Comment refaire sans ce truc de comment expliquer? Oui, garder cette fraîcheur dans le plaisir de refaire, comme si c'était nouveau à chaque fois, quoi. La spontanéité, je crois que c'est bien pour travailler les choses et de se permettre de se planter et de se dire bah, j'arrive, je gueule et oui bon là c'était un peu trop, quoi. C'est aussi toujours des choses de dosage, quoi, je trouve. Et pour ça, par rapport à la spontanéité, il faut pas, je dirais, c'est pas se mettre de barrière, quoi. Et tant pis si je vais vers l'échec. Et tant pis si je me trompe, et tant pis si j'en fais trop, parce qu'après on peut toujours redoser les choses, quoi. Et ils ont besoin de doser aussi. Ouais. Et ouais, voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Mais c'est vrai que quand on est en spectacle, d'être toujours au bon endroit, au bon moment. Mais c'est du travail aussi, quoi. Parce que parfois on fait des impros géniales et après tu veux la refaire et c'est le flop. Ouais. Et c'est là où il faut essayer de justement remettre les dosages et se dire tiens, et qu'est-ce qui s'est passé, etc. Il y a un super chouette exercice qu'on fait avec Christine Rossignol et Michel Dallaire, malheureusement, qui est décédé. Paix à ton âme, je sais que tu rigoles là-haut. Et tu fais une impro, tac. Et après, il te la refait faire, sauf que tu dois la dire. Okay. Qu'est-ce que j'ai vécu là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Là, j'étais comment? Mais tu le dis à haute voix, quoi. Tu dis, ah, mais je suis rentrée, j'ai ouvert le rideau, mais en fait, j'ai pas réussi. Et ça, c'est bien aussi, je trouve, de pouvoir finalement conscientiser, entre guillemets, mais de pouvoir... revoir ça, juste clairement, dire ah bah là j'ai fait ça, là je me suis pris les pieds dedans mais j'ai pas fait exprès, là j'étais complètement perdue, voilà. Eh bien, moi aussi je suis perdue, donc je vous propose qu'on écoute une petite musique. Lou? Oui, ce sera de Yana, Escape. Trees all around, all safe and sound. When the moon rising up in the sky, feelings are spoken up aloud. I don't realize how much time we spend in the light of the moon in the sky.
we ended up in a place that we immediately appropriated to ourselves. We were sitting at the top of the world. That's a feeling we both deserve. We lost ourselves in our words. They flew around like birds. I'll never get tired of trying to describe what's happening inside of my heart, my head, and my mind. We ran and lost our grips. We brought love between our lips. We ended up in a place that we immediately appropriated to ourselves. It's getting darker and darker and more silent than ever. I don't ever wanna go anyone else if it means you won't be there. We ran and lost our grips. We brought love between our lips. We ended up in that place that we immediately appropriated. And we ran and lost our grips. We brought love between our lips. We ended up in that place that we immediately appropriated to ourselves. Eh bien, nous sommes de retour. C'était Yana, Escape. Yana qui est venue enregistrer chez nous, avec nous, Incubo. Et pour vous rappeler que n'hésitez pas à venir enregistrer, on a tout le matos. On peut vous aider, on peut construire ça avec vous, on peut être entièrement à votre service aussi. Il y a du café, des spéculoos, tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas. Maintenant, nous allons parler de Howard Button. Ouais. Alors, Estelle, toi, tu connais Howard Button. Tout à fait. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, c'est un monsieur qui a fait plusieurs choses. Tout d'abord, il est psychologue pour... Oh là là, ouais, encore un motard. Donc, tout d'abord, il est psychologue pour enfants et il est spécialisé dans le traitement de l'autisme chez les enfants. Et il est clown également. Donc ça, c'est assez intriguant. Moi, ça m'a toujours intrigué parce que tout à l'heure, tu as dit il y a le personnel soignant et les clowns. Donc comme si c'était deux choses qui n'étaient pas du tout genre compatibles, quoi. Mais tu peux réagir. Si, c'est compatible. Je connais des médecins-chefs de pédiatrie, notamment à Mons, qui sont très très marrants, qui sont très très drôles, qui font vraiment les clowns, quoi. Ah, c'est trop beau. Mais du coup, voilà, donc, il est clown, psychologue et écrivain. Ouais, écrivain, auteur, voilà. Et il y avait quelque chose que je voulais absolument dire. Ah oui, bah oui, fatalement. Ce dont je voulais parler, si les motards veulent bien me laisser parler, ce dont je voulais parler, c'était le lien du clown avec le langage. Donc, qu'est-ce que le langage d'un clown est ? Qu'est-ce que le langage d'un enfant est ? Et surtout, est-ce que, en tant qu'adulte ou préadulte, est-ce que retrouver le langage enfantin, ça nous permet de retrouver l'enfance, en fait, et de retrouver une certaine naïveté, une certaine sérénité. Et tout à l'heure, tu as dit qu'un clown n'a pas de futur ni de passé. Et j'ai l'impression, en tout cas, moi, quand j'étais enfant, je ressentais ça aussi. Mmh. Et c'est une sensation qui me manque énormément. Donc voilà, est-ce que tu crois que si j'arrive à faire autant de fautes et de bêtises qu'un enfant, tu crois que je pourrais redevenir enfant ? Déjà, je pense que quand on est dans l'artistique, on a quelque chose de l'enfance qui reste, ou de la poésie, de la magie. Je trouve que c'est quand même très fort avec les artistes, que ce soit de la peinture, même si on peut y aborder des choses très, très dures et très trash. En ça, le clown, il permet ça aussi. Mais par rapport au langage en lui-même, oui, c'est délicieux pour un clown que de buter sur un mot, ou que d'emprunter un autre mot à la place d'un autre, ou de penser, ou même où c'est de la manière de parler, quoi. Je sais pas, moi je trouve ça tellement drôle, un enfant qui pleure. qui va être ou qui va te raconter un truc et tu comprends rien. Oui, c'est ça. Sachant qu'en tant qu'enfant, c'est horrible.
Parce que moi, je m'en souviens des adultes qui rigolaient. Je m'en souviens et je suis traumatisée à jamais. Et moi, je trouve ça tellement drôle, quoi. Et en plus, c'est tellement drôle à refaire, quoi. En plus, en tant qu'artiste ou tout ça. Mais aussi, je vous avais raconté qu'on s'était un peu entretenu avant. Il y avait un enfant qui disait, je me promenais avec lui, puis il sautait dans une flaque, il disait « Oh, ça éclamouille !» Et je trouve ça tellement magnifique, quoi, tellement beau. Ou je me rappelle aussi d'une autre petite fille qui était montée sur une petite colline. Hein. C'était rien du tout, c'était même un monticule, et qui disait « J'adore voir mes enfants, mes parents tout petits. » Parce qu'ils étaient plus loin. Voilà, c'est ce rapport au monde qui est tellement naïf, tellement changeant. Ouais. Oui, là, je prends une phrase du livre de Butaine qui s'appelle « Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué » et il dit « Oh, s'il te plaît, Jessica, deviens pas morte. S'il te plaît, deviens pas morte. » Ouais, voilà. Les erreurs grammaticales, où on peut penser au petit Gibus qui dit « Ah, si j'aurais su, j'aurais pas venu. » Voilà, c'est très très beau. Aussi dans le livre, à un moment, je me rappelle, il dit qu'il déteste cet endroit, les pâquerettes, et qu'il faudrait tuer cette institution, quoi. Comme si on pouvait tuer une institution, et pour eux, c'est ça, quoi. Il faudrait pas que ça existe, mais le mot qui vient, c'est tuer, et finalement, ils sont aussi dans le vrai, quoi. C'est beau. On va vous lire d'ailleurs un extrait de « Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué ». Et donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a fait une énorme bêtise. On ne sait pas vraiment ce que c'est jusqu'à la fin. Et on ne va pas vous le dire. Il se retrouve dans un institut et ça tourne entre sa vie à l'institut, entre comment c'était à l'école avec ses amis, sa famille. Et voilà, son rapport aux choses. C'est écrit comme si c'était lui qui parlait. Oui, c'est lui qui raconte cette histoire, son histoire. Et Nora va nous lire un petit extrait de la page 134. Alors, Tamatouz a donné à la mienne un bouquin qu'elle doit me lire. Ça s'appelle « La petite graine ». C'est sur comment naissent les bébés, je lui ai dit. Scrubs m'a dit qu'il savait déjà. Il a dit « D'abord, le papa va au centre commercial et puis il achète un ballon. Un petit ballon blanc. Il l'apporte à la maison et il l'enveloppe dans une feuille de papier d'argent pour pouvoir le mettre dans le congélateur. Plus tard, un jour, la maman se met en pyjama et elle se couche. Alors avant de se coucher, le papa va chercher le ballon au réfrigérateur et il le lui montre et la maman... Ma régie veut me dire quelque chose, mais je ne l'entends pas. Non, oui, c'est une blague. Oh mon Dieu, je ne comprends pas les blagues. Tu vois, comment je vais redevenir enfant si je ne peux pas... La maman. Ok, pardon. La maman est si contente qu'elle a un bébé. Chute de l'histoire. Bon, je vais continuer un tout petit peu. Oui. Après l'école, on a décidé de ratisser les feuilles. On serait une compagnie, la compagnie Schrugil, ratissage de feuilles. Et aussi, on fabrique des choses. On construit des maisons qui sont des cartons dans lesquels on découpe des portes. Et une fois aussi, on en a fait une en bois, avec des sacs en plastique pour faire le toit. Fin. Bah là, déjà, on voit vraiment le rapport au langage qu'a mis Butaine, quoi. Ouais. Je sais pas où est-ce qu'il a été cherché. Je pense qu'il a vraiment dû se mettre dans un certain état. Bah, soit ça, soit l'observation. Ouais. Je me dis, si tu es avec des enfants H24. En tout cas, moi, ce livre, il m'a bouleversée parce que justement, j'ai retrouvé cette langue d'enfant, mais pas en la disant, mais en la lisant. Et du coup, j'avais cette petite voix en tête, comme si moi-même, je racontais cette histoire. Et ce livre, il fait à peu près 200 pages. Et sur 200 pages, pendant 150 pages, je crois que je pleurais. C'est vrai, en plus, ça te met vraiment dans une manière de penser. C'est tout à fait autrement. Et puis, il y a plein de choses qui ne sont pas dites, mais qui sont claires. Et surtout, tu sens beaucoup l'injustice que peut ressentir un enfant. Et la violence aussi. Ouais. Parce qu'il utilise des mots tellement simples et tellement beaux pour décrire quelque chose de tellement horrible,
Donc, je le répète, c'est un enfant qui s'est fait enfermer, en fait, dans un home, une institution. Oui, une institution, Oui. parce qu'il a commis quelque chose de mal. À la fin, on ne sait pas si c'est vraiment mal ou pas, parce que le livre laisse vraiment place à une interprétation. Mais en tout cas, c'est vraiment voir à travers le prisme d'un enfant à quel point les adultes ne peuvent pas comprendre ce que l'enfant dit, même avec leur langage très élitiste et sophistiqué, tout ça. Et donc voilà, moi, je vous recommande ce livre à 1000%. Oui, puis ce décalage entre certains adultes, parce que pas tous les adultes, enfin au-delà du livre, mais ce décalage entre les adultes et les enfants, et finalement aussi parfois ce que les adultes peuvent y mettre comme jugement, alors que finalement l'enfant est juste dans l'innocence, quoi. Ça, c'est parce que ça touche à leurs valeurs propres, mais je sais pas, oui, par moments, je pense que pour les enfants, ça peut être très violent, les adultes. Assez souvent, même. Ouais. Je propose qu'on écoute encore une musique de UCI avec 2 I, Malheureuse. Regardez-moi, comme je fais mal, comme je m'accroche à mon petit moral. Oh, je ne sais pas comment vous le dire autrement qu'en vous montrant les dents. Regardez-moi, comme je fais mal, la détresse, le spleen idéal. Oh, je sais pas faire semblant, ça ne dure jamais longtemps et je vais de l'avant. Je ne sais pas être malheureuse, j'envie toutes celles qui pleurent, qui se plaignent et se lamentent tous les quarts d'heure. Je ne sais pas être malheureuse, j'envie ceux qui dépriment, qui ressassent et qui ruminent à la recherche du bonheur. Je ne sais pas être malheureuse, oh non, je ne sais pas, je suis pas douée pour ça. Ouah, ah, ah. Ouah, ah, ah. C'est pas pour moi les longs sanglots, les violons et les trémolos. Oh, j'ai pas l'ambition de la grande dépression, mais d'un peu d'attention. Regardez-moi, j'en ai aussi des coups de cafard et des insomnies. Passer une autre nuit, ça disparaît, tant pis, et 1, 2, 3 souris. Je ne sais pas être malheureuse, j'envie toutes celles qui pleurent, qui se plaignent et se lamentent tous les quarts d'heure. Je ne sais pas être malheureuse, j'envie ceux qui dépriment, qui ressassent et qui ruminent à la recherche du bonheur. Je ne sais pas être malheureuse, oh non, je ne sais pas, je suis pas douée pour ça. Ouah, ah, ah. Oh non, nanana. Oh, quand le blues s'empare de moi, que je l'accueille, lui tendant les bras. Oh, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas de moi et me laisse planter là. Je ne sais pas être malheureuse, j'envie toutes celles qui pleurent, qui se plaignent et se lamentent tous les quarts d'heure. Je ne sais pas être malheureuse, j'envie ceux qui dépriment, qui ressassent et qui ruminent à la recherche du bonheur. Je ne sais pas être malheureuse, oh non, je ne sais pas, je suis pas douée pour ça. Ouah, ah, ah. Oh non, nanana. Je ne sais pas être malheureuse, oh non, je ne sais pas, je sais pas. Ouah, ah, ah. Oui, allô? Oui. Oui, c'est ça, Incube Radio, oui. Oui, Radio de la Jeune Création, oui. Oui, c'est ouvert à tout le monde, oui. Eh bien, super. Eh bien, à bientôt. Au revoir. Incube Radio. Eh bien, nous voilà de retour. Estelle, tu viens de dire que pour un enfant, le monde des adultes ou les adultes ou ce qu'ils disent peut paraître très violent. Eh bien,
en revenant à cette idée de langage, et probablement à mes questionnements un peu particuliers dans ma tête sur cette thématique-là, je me demande si revenir du coup à cet état de fragilité de l'enfant et du coup à faire attention aux mots qu'on utilise ne serait pas la base de beaucoup de luttes que nous essayons de mener. Donc des luttes contre le sexisme, des luttes contre le racisme, discrimination, tout ça. Et vraiment, en lisant ce livre, je me suis dit, est-ce que en fait, la base des problèmes entre nous, êtres humains, et des différences est nichée dans les mots, dans la manière dont on a de communiquer, tout ça? Oui, je pense que le langage, c'est quelque chose, parce qu'il y a le référent et le référé. C'est-à-dire, si je te dis le mot chien, peut-être toi, Lou, tu as l'image d'un Doberman, et puis toi, Nora, tu auras l'image d'un caniche. Mmh. Et donc, avec les mots, voilà, ça résonne différemment chez les uns, chez les autres. Ou, je sais pas, moi, ça m'est déjà arrivé de dire ah, mais je vais dire un gros mot, je peux? C'est que des étudiants qui écoutent. Oui. Ah, mais bien sûr. Dire ah, mais t'es vraiment con, quoi, c'est pas possible. Et il y a des gens qui vont hyper se vexer sur ce mot-là, et d'autres pas. Donc je pense que vraiment, ces histoires de référent à référé, c'est. Ouais, il faut, quand on veut développer une idée, c'est un peu comment redire ce qu'on a envie de dire avec d'autres mots, etc., 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 quoi. Et quand je parlais de violence, je sais pas, je repense à un truc où une institutrice avait demandé aux enfants de la classe de mon fils qu'ils avaient eu à l'école, à l'école, elle demandait ça, ce qu'ils avaient eu à Noël. Question que je trouve complètement idiote, mais bon. Et mon fils a répondu qu'il avait eu une vache. Et moi, j'ai trouvé ça tellement drôle, quoi, parce que c'est vrai, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce qu'on a eu à Noël, quoi. Et voilà, et puis que peut-être qu'il avait pas envie de dire. Mais l'institutrice était quand même venue me voir en me disant oui, Milo ment, nanani. Mais quoi, il ment, il a de l'humour, quoi. Il a pas envie de. Voilà. Et en ça, je trouve que aussi avoir de l'humour, quoi, c'est de la distance, quoi. Et le clown permet ça aussi, d'avoir de la distance, quoi. Je sais pas, je trouve que c'est bien de rigoler, quoi, dans la vie, de se marrer, quoi. Oui, on peut pas se marrer tous les jours parce qu'on vit pas dans le monde des bisounours non plus, mais d'essayer d'avoir quand même, voilà, de la distance et de l'humour, quoi. Et est-ce que toi, dans ta pratique de clown, ça va être un peu bateau ce que je vais dire, mais est-ce que tu travailles spécifiquement sur les mots? Est-ce que c'est quelque chose, tout un travail que tu mènes? Ou est-ce que tu laisses place aux mots et qu'ils te surprennent? Ou est-ce qu'en amont, tu travailles là-dessus? Mais moi, j'ai quelque chose de particulier avec le clown, c'est que je parle pas beaucoup. Je suis un clown qui va vouloir dire des choses, mais qui parle pas, en fait, qui parle pas beaucoup. Et il y avait dans un trio dans lequel j'ai joué, qu'on a construit, qui s'appelait La Fascination du désastre. Avec Adèle Naudet-Langlois, une grande amie, Alexandre Demey, un super chouette clown d'ailleurs, qui continue, qui a monté là, un super trio. En Belgique? En France. Alex, lui, il a beaucoup travaillé aussi avec le cirque Archaos, avec le cirque Plume et tout ça. Donc on avait monté un trio en France qui s'appelait La Fascination du désastre, et eux parlaient beaucoup. Moi, je parlais pas du tout du spectacle, sauf à la fin, et ça c'était aussi assez jubilatoire, c'est que à la fin, elle monte, voilà, c'est un peu, elle veut s'évader de cet endroit misérable, et à ce moment-là, moi je me lève et je lui disais mais qu'est-ce que tu fais? Et elle était mais tu parles? Oui. Donc voilà, j'aimais bien aussi ce truc. Et puis elle me disait mais je t'ai jamais entendu parler, et je répondais en clown, mais j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, mais tu peux exister sans les mots aussi et être là. Donc voilà. Moi, après, quand je fais, par exemple, quand j'ai fait des stages avec mon grand maître,
Qui s'appelle Toujours Christine Rossignol et Michel Dallaire. Oui, là, je m'amuse beaucoup aussi à parler. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des voix de clown. Comment on parle. On travaille avec le timbre. Oui, est-ce qu'on a une voix de nez, une voix de gorge, une voix de fond, que la voix, elle peut changer. Moi, je peux avoir un flow assez conséquent si je veux parler en clown aussi. Après, à l'hôpital, je parle. Hein. Je parle. Oui, je m'amuse beaucoup aussi avec les mots. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment, je vais chanter une chanson au ukulélé. Je vais faire une chanson sur... je lui demande comment il s'appelle. Donc, j'improvise une chanson. Puis, à un moment, je vais sortir... ah oui, tu t'appelles Nicolas et t'aimes le chocolat. Nanana, et t'as des poils sous les bras. Oh, pardon. Bon, c'est le gros truc, mais... des mots aussi qui, par moment, qui sortent parce que t'as fait une gaffe. Donc, oui. Les mots, je pense que ça se travaille. Déjà, je pense qu'il faut beaucoup lire. Justement, j'allais te demander comment tu travaillais en amont ton rapport, le langage. Moi, je trouve que le langage et ça, j'ennuie beaucoup mon fils avec ça, mais je le force à lire parce que je trouve que lire, c'est comprendre le monde. C'est aussi savoir s'exprimer, savoir défendre une idée, etc. Et c'est joli aussi de buter sur les mots, au lieu de dire félicitations, de vouloir le dire et de dire bravo. Finalement, tu le dis pas le mot, mais tu as essayé de le dire. Voilà, c'est donc les mots, je trouve que c'est bien d'en connaître plein, de savoir les utiliser à bon escient, au bon moment et de pouvoir jouer avec, quoi. Et est-ce que tu dirais que pratiquer le clown, ça t'a permis, par exemple, tu as parlé de ton fils là à plusieurs reprises, est-ce que ça t'a permis de mieux comprendre son fonctionnement en tant qu'enfant ou pas? Bon, après, quand c'est tes propres enfants, t'as ce qui s'appelle l'émotion. Ah oui. Donc, et voilà, quand parfois t'es aussi à bout de patience ou donc là tu comprends pas, tu restes juste. Mais non, on rigole quand même beaucoup et on en rediscute beaucoup aussi. Mais de le comprendre, oui. Après, il y a des choses merveilleuses qu'il a pu dire enfant en me disant, je sais pas, des choses. Ah, mais tu sais, je t'ai choisi. En fait, je t'attendais dans un œuf. Moi, j'adore leur imaginaire complètement. Mais c'est tellement touchant, c'est tellement poétique et tout. Et puis, tu sens ce truc aussi quand, à un moment, ce qu'on appelle l'âge de raison, hein. Ouais. 7-8 ans. Allez, jusque 8 ans, 9 ans, ça va. Mais à un moment, tu sens le passage où... Là, il y a d'autres choses qui rentrent. Ouais. Ils perdent ce truc de... Parce qu'il y a l'école, il y a les copains, et puis tu sens la pression sociale qui commence à se mettre, et le regard de l'autre. Donc tu vois clairement, je trouve, ce changement. Mais il a encore beaucoup d'humour, même s'il a 11 ans, et on rigole encore beaucoup là-dessus, quoi. Mais moi, ce qui m'avait fait vraiment rire avec mon neveu, là, qui commence à parler, il a 3 ans, ça fait 1 an qu'il parle, et il a un humour... Mais c'est super décalé parce qu'il n'est pas du tout nos références. Ouais, nos codes. Et on jouait à regarder dans l'oreille, tu vois, avec le petit jouet, là, tu vois. Je t'imagine. Et je disais, t'as une banane dans l'oreille, nanana. Et puis, il me regarde dans mon oreille, je fais, j'ai quoi? Il me fait, il y a un homme qui danse. Je suis un mec, n'importe quoi. Genre, vraiment un truc... rien à voir avec ce qu'on connaît, nous. Oui, c'est beau, hein, ils sont dans des autres planètes. Et c'est de se reconnecter un peu à ça, quoi. À se dire, mais tiens, on peut laisser la part à l'imaginaire, quoi. Et à la découverte aussi. Ouais. Mais c'est ça qui manque, je crois, beaucoup dans cette chose d'être enfant, c'est que forcément, quand tu rencontres une personne,
t'as des a priori, que ce soit bien ou pas. Et j'ai l'impression qu'en tant qu'enfant, tu as cette capacité de découvrir quelqu'un ou quelque chose en oubliant complètement ce que tu as appris sur cette personne ou cet objet. Oui. Et c'est ça que je trouve tellement dommage, en fait, en grandissant, parce que si on pouvait autant avoir envie de découvrir l'autre, bah, peut-être que on le rejetterait moins. Je ne sais pas. Hein. Oui. Oui, c'est la curiosité, quoi, aussi, toujours d'être un peu. C'est pas facile d'être ouvert, quoi, de laisser tomber les jugements. Et puis parfois, on a des bons ressentis aussi. Hein. Et faire confiance aussi, finalement, à ce qu'on ressent. Eh bien. Écoutons une petite musique. Une petite musique ? Alors, c'est un peu spécial, c'est de l'électronique. Hexagène 66 X3. Et voilà, nous revoilà pour une petite dernière période. C'était un artiste polonais. On va préciser la régie. Merci à la régie. Eh bien, j'aurais bien voulu voir les réactions des gens et leurs questions. Oui. Mais juste là, on en parlait. Tu parlais donc du rapport au langage. Intéressant. Du rapport au langage de l'enfant. Ouais. Intéressant par rapport aux luttes. Ouais. Et je te disais que une spontanéité aussi forte, je savais pas si c'était une bonne idée. Oui, c'est vrai. Effectivement, j'ai pas pensé à ce détail-là. Mais donc, moi, la question que je me pose, c'est justement, est-ce que cette spontanéité, en fait, fait plus de mal que de bien? Est-ce que c'est nous, maintenant, avec nos yeux, tu vois, de grands, d'adultes, on se dit, ah, mais ça pourrait créer des dégâts? Je sais pas. Moi, après, de nouveau, c'est des images qu'on a. Moi, je vois vraiment cette image de l'enfant qui, quand tu utilises un gros mot ou une insulte, qui va souligner cette chose, tu vois. À un point où ça devient grotesque, tu vois qu'il le fait exprès. Ouais, mais c'est clair que il y a une franchise et ils assument à fond ce qu'ils disent, quoi. Il n'y a pas de peur de ça. Et maintenant, en plus, quand on parle politique, moi j'ai toujours l'impression que c'est des hommes
plus âgés que moi, qui savent gérer la langue depuis, du coup, vu qu'ils sont plus âgés, ça fait 50 ans qu'ils parlent. Ils vont pas... Qui ont lu. Qui ont lu. Dit. Et... il n'y a aucune place pour l'enfance aussi dans ce genre de débat. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, dans la lutte. Ouais. Mais je rebondis, c'est parce que ça me fait penser à quelque chose sur le langage et tout ça. Je ne sais pas si vous connaissez Franck Lepage. Non, pas du tout. Il y a un super truc à voir qui s'appelle La langue de bois. Et alors, il a écrit des mots sur un carton, sur plein de cartons. Par exemple, social, nanani, nanana. Et il va refaire le même discours avec les mots dans n'importe quel sens. Et en fait, oui, tu te dis, ah ouais, ça veut dire quelque chose, mais en même temps, ça veut rien dire. Parce que il va les utiliser. Oui, bien que le social, si nous le mettons en parallèle. Mais après, comme il les inverse dans n'importe quel sens, en fait, il explique ça à la langue de bois, quoi. C'est que finalement, il y a des moments, par rapport aux politiques, justement, où voilà, on met des mots comme ça, qui englobent tout et rien, et puis en fait, tu peux les mettre dans n'importe quel sens, ça veut dire plus ou moins la même chose, mais en fait, de quoi on parle exactement ? Voilà, et ça, c'est vraiment intéressant à voir, quoi. La langue de bois, de Franck Lepage. Il fait un super grand spectacle, mais on peut voir juste le court extrait de ça, quoi. Et ça, c'est intéressant aussi, je trouve, par rapport au langage. Et d'ailleurs, dans Howard Buten, il y a un moment où donc, l'enfant pique les pages du rapport du médecin qui s'occupe de lui. Il les réécrit sur le mur, et c'est des trucs qui parlent de lui, du coup, et qui fait des suppositions, raconte... super intime, et à chaque fois tu te dis mais il a écrit tout ça, donc il l'a lu, et après il fait j'ai écrit tout ça sur le mur, mais j'ai rien compris, c'est des trop grands mots. C'est des trop grands mots. Joli. Ouais. Enfin. Eh bien, est-ce qu'il nous reste une petite musique de fin ? Tout à fait. Je tiens juste, avant de finir cette interview, à remercier Estelle. Merci d'être venue. Remercier Lou, la régie, tout ça. Merci à toi, Nora. Et à juste vous dire que ce livre est vraiment une pépite. C'est un bijou. Donc voilà, je le répète, c'est Howard Buten qui a écrit « Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué ». L'Excalibur de Arthur, là, tu vois le truc qui brille dans Kaamelott, là. Ceux qui pètent partout, là, et qui disent des trucs, des conneries. Enfin, bref. Le gars, il me fait soulever, sauf que, forcément, c'est Excalibur, je peux pas la soulever, du coup, tout le monde vient rigoler de ma gueule. Et du coup, j'ai pour ça. Mon petit Bill, si t'avais été mon fils, je t'aurais appelé Arthur. Incube Radio, la radio des oiseaux.